Alors bonjour Laurie. Bonjour. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous parler un peu de ton parcours et de comment est-ce que Le temps d'une valse a été créé? Alors, mon parcours, j'ai pas du tout un parcours type cinéma pour le coup. Pour dire, vraiment dans un master de logistique, donc rien à voir. Mais j'ai toujours été sensibilisée par rapport au cinéma. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément et dans lequel je veux travailler plus tard. Notamment la production. C'est justement en fait en cherchant des masters, je devais réaliser un scénario justement pour entrer dans un des masters qui m'a pas pris d'ailleurs. Mais en fait, au début, cet exercice me donnait pas du tout envie parce que pour moi, je me suis toujours vue comme une productrice et non pas comme une scénariste et encore moins réelle. Ouais, j'avais vraiment pas envie de le faire. Mais sur un coup de tête, je me suis dit, quitte à faire quelque chose, j'ai envie de rendre hommage et notamment à des gens que j'aime. Et donc, j'ai voulu réaliser un court-métrage sur l'amour qu'ont pu s'apporter mes arrière-grands-parents, pardon. Oui, donc j'ai jamais réalisé. J'ai été dire de prod sur plusieurs courts-métrages avant, mais là c'était vraiment la toute première fois et c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'entourer. La co-réalisatrice n'est pas là, mais donc j'ai réalisé avec Flora Chalopin Le temps d'une valse. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Alors en fait, Le temps d'une valse, c'est l'histoire d'un octogénaire qui est dans son salon et qui décide de mettre un vinyle. Et en fait, la musique va le transporter à travers ses souvenirs, et notamment ses souvenirs avec sa femme, qui s'appelle Gisèle. Et en fait, le court-métrage est vraiment autour de la thématique du souvenir, alors forcément de l'amour évidemment, mais surtout de l'aspect aussi de la mémoire. Mes arrière-grands-parents étaient atteints de Parkinson. Et en fait, ce qu'on ne sait pas la plupart du temps, c'est qu'en fait, Parkinson, à un certain stade, ça touche aussi la mémoire. Il n'y a pas qu'Alzheimer. Et donc, ils étaient tous les deux atteints de cette maladie. Et même si ils savaient à peine dire comment ils s'appelaient, ils étaient capables de dire qu'ils aimaient, enfin que l'un et l'autre s'aimaient en fait. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinairement touchant. Et je m'étais toujours dit un jour j'ai envie de traiter justement la puissance de cet amour. Donc voilà, c'est un peu la thématique que je voulais aborder. Après, j'ai connu mes arrière-grands-parents, mais je les ai pas connus jeunes. Pour moi, il était essentiel qu'il y ait une partie de fiction, parce que je ne peux pas prétendre savoir ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont pu se dire, et encore moins leur caractère à 20 ans. Donc, dans cette thématique, j'ai aussi introduit ma vie amoureuse personnelle et j'ai effectivement voulu traiter des fois cette différence entre deux personnes, quand une personne a vraiment une volonté de vivre la vie, genre vraiment cette urgence de vivre, tandis que l'autre est plus dans une idée de confort, de cocon, et peut-être un peu de routine en fait. Et voilà, c'est ce que je vivais à ce moment-là de ma vie, cette espèce de dissonance. Et voilà, je voulais aussi rendre hommage aussi à mon propre amour que j'ai vécu avec cette personne à ce moment-là. Alors comment s'est passée l'écriture, le processus d'écriture? T'as écrit seul ou comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai écrit seule, dans mon lit, je l'ai écrit en 3 heures. Vraiment, ça s'est fait extrêmement vite et de manière extrêmement fluide. J'ai eu très peu de versions finalement, je crois que j'ai pas dépassé la version 5, ce qui est très peu finalement pour un Mhm. scénario. Après, j'avais aussi très peu de dialogue, donc cette partie-là était assez facile. Mais voilà, ça s'est fait très vite. J'ai déclenché un truc en écrivant les premières lignes et ça s'est passé vraiment de manière extrêmement fluide. On a un personnage qui est central, c'est celui qui est le plus mis en scène dans Le temps d'une valse, c'est Victor. Comment est-ce que tu as réussi à développer ce personnage? Est-ce que tu t'es appuyé surtout sur des souvenirs personnels, sur ton vécu à toi? Qu'est-ce que tu y as ajouté? Comment est-ce que tu l'as fait vivre? Alors déjà, Victor, c'est le prénom de mon arrière-grand-père. Donc il y avait déjà cet hommage direct. Et en fait, dans le court-métrage, on voit Victor à son âge très très mature, d'octogénaire, et très jeune, dans la vingtaine. Les inspirations sont différentes pour le coup. Pour la partie donc plus âgée, là pour le coup effectivement je me suis inspirée de mes souvenirs de petite fille, parce que moi je les ai connus quand j'étais très jeune, donc pareil, le souvenir là aussi est déformé, mais c'est l'image que j'en avais en fait de quelqu'un de très calme, très posé, très doux. Et moi, quand je l'ai connu, il était déjà atteint de Parkinson, donc déjà un peu dans sa tête, dans ses pensées. Et la partie plus jeune, pour le coup, était vraiment encore une fois inconsciemment inspirée de la personne avec qui je vivais et que j'ai aimée, et qui était pour le coup une personne un peu plus réservée sur ses sentiments, qui n'aimait pas danser. C'est un point bizarre, mais qui fait un peu tout le court métrage, Mhm. qui a été quelqu'un de extrêmement rassurant
de sécurisant. Tu parles de la danse, tu parles aussi du souvenir, donc danser pour ne pas être oublié. La mémoire, elle a un rôle capital dans ton film. Comment est-ce que tu as réussi à parler de ce thème-là, surtout dans une condition où tu évoques aussi la maladie de Parkinson qui l'altère? Mhm. Comment est-ce que tu as réussi à en parler sans tomber nécessairement dans un pathos? Parce on ressent beaucoup de pudeur, on ressent beaucoup de tendresse, mais on tombe pas non plus dans le pathos. Déjà, merci. Alors en fait déjà, l'idée de combiner danse et mémoire, c'est à la suite du visionnage d'une vidéo vraiment sur les réseaux sociaux d'une ancienne danseuse étoile Mm. qui, à l'écoute du lac des Cygnes, en fait rentre dans une espèce de transe et elle se laisse vraiment transporter par la musique et elle, ouais, elle disparaît dans son souvenir en fait. Et déjà cette vidéo à ce moment-là m'avait extrêmement touchée et je me suis dit c'est un sujet à aborder. Alors effectivement moi je voulais en parler, c'était... En fait, je trouve que la mémoire est un sujet qui est extrêmement intéressant. D'une part, sur l'aspect, la déformation des souvenirs que provoque le cerveau, parce qu'un souvenir, c'est subjectif. Donc déjà, peut-être que on se souviendra différemment du tournage. Mm. Et donc je voulais, alors ça on le verra peut-être plus tard, mais dans la musique, aborder le souvenir d'une musique par exemple qui peut être déformée après par la mémoire en fonction des intentions, en fonction des émotions qui ont été vécues à cet instant. Et sur l'aspect ne pas tomber dans le pathos, en fait, oui je voulais pas... J'avais l'impression que c'était, en tombant dans le pathos, c'était les déshumaniser en fait. Et je voulais vraiment préserver cet aspect-là, de se dire, eh, ils ont beau être ridés, ne pas avoir toute leur tête, ils ont été jeunes et c'est encore des jeunes au fond d'eux. Et c'était l'idée que je voulais en faire ressortir et pas dire, oh les pauvres, Mm. regardez. Tu viens de parler de la musique, tu lui accordes une place essentielle dans la narration. On voit d'ailleurs que, par exemple, le vinyle que Victor joue dans son salon, il a presque le rôle d'un personnage déterminant parce que c'est ce qui lance un peu la dynamique du souvenir, etc. C'est ce qui le fait vivre, en fait. Comment est-ce que tu as imaginé la place de la musique quand tu as écrit ce court-métrage? Alors en fait, toute la complexité, c'était que je voulais que la musique dure tout le temps, pardon, du court-métrage. Le court-métrage dure environ 10 minutes. Faire une musique de 10 minutes, c'est un peu... Je crois que c'est même pire que Bohemian Rhapsody. Et je voulais aussi qu'on ne ressente pas le fait que justement c'est la même musique tout le long. Et pourtant, tout le long, c'est la même mélodie. Donc je suis allée voir donc un de mes amis qui est aussi donc le musicien qui s'appelle Maël en lui disant bah écoute je veux une musique de 10 minutes avec des intentions différentes parce qu'on va être sur des scènes différentes et à un moment donné donc on est dans le salon de Victor, ensuite on est dans une guinguette et plus tard on est sur les quais de Seine. À chaque moment c'est des moments des émotions que je voulais transmettre totalement différentes. Par exemple, dans le salon, je voulais qu'on ressente un peu la douceur de la vie, de la vieillesse, du souvenir, de tout ça. La guinguette, je voulais quelque chose de dynamique, sur lequel on pouvait danser. Et après, sur les quais de Seine, quelque chose d'un peu plus mélancolique, peut-être cinématographique. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais l'aborder, parce que, encore une fois, je voulais montrer que les émotions qu'on vit peuvent déformer le souvenir. Et peut-être une musique qu'on peut avoir en tête, qu'on n'a pas écoutée depuis des années, en fait, notre cerveau va peut-être le déformer et l'imaginer vraiment de manière totalement différente en fonction de, je sais pas moi, l'émotion qu'on a eue quand on l'a écouté pour la première fois ou parce que c'est rattaché à un souvenir. Toujours en parlant de musique, il y a eu des très bonnes impressions à la suite du visionnage des musiques. Moi, le premier, je crois que j'en avais parlé immédiatement. On m'a dit que vous aviez reçu la version apparemment définitive de la BO, la version terminée. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, mais en fait, quand on a fait l'avant-première avec Flora, beaucoup de personnes sont venues nous voir en nous disant mais la musique, elle est géniale en fait. Et puis bah, pour le coup, elle est vraiment originale, quoi. C'est Maëlle qui l'a fait. Et donc on s'est dit, bah, et pourquoi ne pas en fait, la rendre disponible? Parce que peut-être que ça peut aussi permettre de faire vivre le court-métrage dans le souvenir des gens, juste à l'écoute de cette musique. Donc on les a développés parce que il y a eu chaque passage. Par exemple, le passage de la guinguette, il dure peut-être 2 minutes. Et le passage sur les quais de Seine, 3 minutes, plus ou moins. Et en fait, je me suis dit, bah, autant les développer. Chaque partie, en fait, on a développé et en faire une musique à part entière. Donc, on a peut-être que le refrain qui passe dans le court-métrage, Mhm. donc sur la musique qui s'appelle Jusqu'à toi. Et on en a fait une musique entière, en fait, avec plusieurs couplets et refrains et tout. Le film est composé de retours en arrière, de flashbacks, comme tu l'as dit, retour à la jeunesse, etc. Comment est-ce que tu imaginais ça initialement en termes de transition? Comment est-ce que tu t'es dit que tu allais pouvoir mettre ça en scène et mettre ça en image
ces retours-là sans que ce soit complètement une brisure? On sent quand même qu'il y a une forme de continuité dans le propos et dans la narration. Alors, on a beaucoup joué avec les transitions. Par exemple, le premier moment où on passe du présent à un flashback, on a fait une transition sur le mouvement de tête en fait de l'acteur principal, donc en passant de Victor vieux à Victor jeune. Donc, vraiment, ça fait ça. C'est là qu'on a fait la coupure. Donc, on a essayé de faire des transitions assez douces. Je voulais vraiment qu'on voit la différence entre les deux. Donc on a joué sur un effet de ratio. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une idée de mon chef-op, Tom, qui a une idée brillante de nous proposer en fait de faire le film sur différentes optiques. On a un optique anamorphique pour tout ce qui est partie flashback, pour donner un effet un peu cinématographique, comme un film qu'on se fait dans notre tête, à ces passages-là, alors que sur les passages au présent, pour le coup, on n'est vraiment pas sur un optique anamorphique. Et du coup, le ratio, en fait, est complètement différent. Et rajouter à ça, moi, il était hyper important qu'on fasse des vraies scissions au niveau de l'étalonnage, de la colorimétrie du film. La partie Victor vieux est davantage sur des tons un peu jaunes, verdâtres presque, pour évoquer un peu, je sais pas, les maisons de nos grands-parents. C'est un peu l'image qu'on a un peu tous de ça. La partie guinguette, on est vraiment parti sur un monochrome rouge pour justement la fête, la passion. Et les quêtes scènes, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus bleuté, beaucoup plus sombre, parce que j'ai eu une envie de faire comme s'ils étaient isolés, seuls au milieu de tout ça en fait. Est-ce que tu peux nous parler du travail avec les acteurs, notamment avec Victor, l'acteur qui joue Victor? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des directives particulières? Alors déjà, on l'a trouvé très tard. Mhm. C'était celui qu'on a trouvé le plus tard parce qu'effectivement, trouver un acteur de 70 ans, 80 ans, c'est pas courant. On a rencontré Jean-Paul grâce à un contact justement de Flora. Et après, sur les indications qu'on lui a données, déjà, moi, je lui ai demandé de qu'il tremble pour quand même Mhm. signifier la partie Parkinson, mais pas de manière trop saccadée pour pas faire trop, en fait, et justement pas tomber dans le pathos. Après, lui, il avait pas beaucoup de texte. Je crois qu'il a qu'une ligne, Mhm. donc pour le coup, ça, c'était pas très compliqué. Mais en fait, on lui a demandé d'avoir cet air un peu perdu et à la fois serein. Ok. Très compliqué. Compliqué mais compréhensible. Tu décides de clore le film avec une scène bouleversante. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Oui, en fait, je voulais que tout le long du court-métrage, on se doute qu'il y Mhm. a un rapport à la mémoire. On voit un peu les tremblements au début de Victor vieux, mais on se rend peut-être pas forcément compte à ce moment-là que c'est une personne malade. Quand j'ai écrit ce passage où justement sa fille rentre et on réalise que il ne sait pas qui c'est là en fait, c'est cette manière un peu subtile que je voulais montrer. Qui en fait depuis le début il avait perdu la mémoire en fait. Concernant la distribution, la diffusion du film, qu'est-ce que tu prévois? Alors là pour l'instant on est dans l'idée de le diffuser sur YouTube, Mhm. peut-être même des extraits sur TikTok, parce que l'idée c'est de vraiment le diffuser au plus grand nombre, le rendre accessible à tous. Quand on a réalisé le court-métrage avec Flora, l'idée était de vraiment juste kiffer quoi, juste profiter. On n'avait pas du tout d'injonction, on l'a pas fait dans le cadre d'une école de cinéma, ni même d'un rendu ou quoi. C'était vraiment juste parce qu'on avait envie de le faire et Cinéfac nous a beaucoup soutenus et a rendu ça possible. Donc maintenant que nous on a bien profité, on se dit que c'est le moment de faire profiter aussi les gens quoi, de ça. C'est un peu pompeux de dire ça, mais on s'est dit, si ça peut toucher d'autres personnes, si ça peut faire évoquer des souvenirs à chacun. Parce que oui, ça c'est un point, lors d'avant-première, ou même lors des différentes diffusions qu'on a eues, on a remarqué que ça évoquait des souvenirs chez d'autres personnes, en fait. Et pas forcément liés avec la maladie de Parkinson. Il y en avait à qui ça a fait évoquer, par exemple, les ruptures, le souvenir qu'on peut avoir d'une personne, même juste dans une rupture, on écoute une musique et puis on a des flashbacks de ce qui a pu se passer. Il y avait aussi l'actrice d'Isabelle, donc Pascal, qui nous expliquait que elle, ça lui rappelait sa mère. On a d'autres qui nous ont dit effectivement, tiens, c'est rigolo parce que la danse, enfin c'est rigolo. La danse est un exercice qui est souvent donné dans des maisons de retraite Mhm. pour en fait maintenir les personnes presque en bonne santé, mais juste en bonne santé Active au mentale moins. et active. En fait, la danse est presque un médicament
dans tout ça. Et au-delà de l'identification qui est possible chez beaucoup de personnes, qu'est-ce que tu attends, en tout cas, qu'est-ce que tu espères que le public ressente en visionnant ton film? En vrai, je dirais que c'est propre à chacun. Ouais. J'aimerais bien que les gens puissent se l'approprier, justement, identifier des thématiques qui leur sont propres à travers le court-métrage. Après, ça peut aussi leur faire ni chaud ni froid. Hein. Ouais, juste à la limite du plaisir de regarder ça, en fait. Si tu pouvais parler à la Laurie d'avant le temps d'une valse, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà qu'il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'entoure bien, parce que je pense que le succès de ce court-métrage, il repose surtout sur le fait que je me suis entourée de personnes exceptionnelles. Flora qui est devenue maintenant une amie, Maëlle qui a fait la musique, qui a fait un travail exceptionnel et qui est pareil, qui est devenue un ami. Si je devais citer toutes les personnes sur le tournage, si je pouvais, je le ferais, mais c'est vrai qu'on était assez nombreux. J'avais des amis aussi qui étaient figurants sur ce moment-là et je vais juste lui dire, si je devais lui dire, bah, juste profite de cet instant parce que c'est fort ce que tu vis. J'ai tellement pleuré le jour du clap de fin. Donc ouais, juste profite en fait. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Oui, alors rien à voir pour le coup, d'accord. vraiment rien à voir. En ce moment, je suis en train de travailler sur un documentaire sur le stress des étudiants post-études. Donc l'idée c'est d'interviewer des étudiants justement qui sont sur le point de terminer leur cursus scolaire, leur demander comment est-ce qu'ils voient l'après. Et ensuite, moi, je pars pendant 6 mois en Australie, un peu en mode journal de bord. Moi, je vais donner mon point de vue d'étudiant post-études, ce stress, les potentielles galères, les galères de trouver du travail, et puis peut-être c'est cette reconnexion. Et ensuite, au bout de ces 6 mois, je compterai interviewer ces étudiants et savoir comment ils ont pu évoluer, où ils en sont et si ça a pu marcher pour eux, s'ils se sont trouvés aussi. Donc vraiment rien à voir, quoi. Mais un projet tout aussi sympa. Mais vaste sujet. Et pour finir, est-ce que tu peux résumer ou alors nous dire ce que ça t'évoque, le temps d'une valse en une phrase? À la fin du court-métrage, on a écrit une ligne qui, je trouve, résume bien finalement l'idée qu'on a voulu transmettre dedans. Et si je me trompe pas, la phrase dit, c'est un hommage en disant à nos vieux qui ne l'ont pas toujours été. Et juste pour rappeler un peu à tout le monde que derrière cette petite grand-mère ou ce petit papy à qui, je sais pas, on parle peut-être pas forcément tout le temps, il y a eu ce jeune qui a vécu peut-être les mêmes émotions que nous, ou qui est passé par des étapes un peu comme nous. Juste ne pas oublier que derrière cette vieille personne, il y a eu un jeune qui a vécu. Merci beaucoup Laurie et puis le meilleur pour la suite. Merci pour cette interview.